Tanu Rabanan. Les Chachamim nous enseignent dans la Baraïta Dalet Reshuyot les Shabbat. Cette Baraïta va nous présenter les 4 sortes de domaines qui existent au niveau de la Halacha le jour du Shabbat. On sait que c'est assour d'être motzi, de transférer un objet d'un domaine à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Reshut, un domaine? On a Reshut Hayachid, le domaine privé, Reshut Harabim, le domaine public, Carmélite. Carmélite, c'est un Reshut qui, min Torah, n'a pas de statut halachique. C'est parvé, c'est un lieu neutre qui est totalement permis. Il n'y a aucune restriction selon la Torah. Mais tout de même, Chachamim l'ont frappé d'interdiction. Ils ont imposé des restrictions par rapport à ce secteur qui s'appelle Carmélite. Et pourquoi est-ce qu'il porte ce nom? On a vu 2 pirouchim. Soit Carmel, Carmel, c'est Rach ou Malé. Ce sont des graines de céréales qui ont mûri, qui sont charnues, mais qui ne sont pas encore sèches pour les moudre. Généralement, après la moisson, on laisse sécher les graines pour les moudre. Quand c'est encore tendre, ça s'appelle Carmel. Alors, carmélite, ça ressemble au carmel qui est rach et malé. La même chose, c'est ni Reshut Hayachid, ni Reshut Harabim. Ou bien, comme Tosfot l'explique, que carmélite, c'est la contraction de Keharmélite, comme une almana, car armalta, en araméen, ça veut dire une veuve. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle n'est pas mariée, mais d'autre part, comme elle était mariée autrefois, elle n'est plus vierge. Donc elle est ni Betula, ni Nesua. La même chose, la carmélite n'est ni comme le Reshut Hayachid, ni comme le Reshut Harabim. Et puisque c'est un secteur qui a été statué par les Chachamim, ce sont eux qui lui ont conféré le statut de carmélite, eh bien on ne pourra pas transférer des objets ni du Reshut Hayachid à la carmélite, ni du Reshut Harabim à la carmélite, et vice-versa. Ou Makom Ptour, c'est un lieu neutre, qui n'est frappé d'interdiction ni par la Torah, ni même pas par les Chachamim. Ve'ezoi Reshut Hayachid. Alors maintenant, la Baraïta va nous détailler tout ce qu'elle vient de dire, nous donner exactement la définition et des exemples de chaque domaine. Reshut Hayachid, Reshut Harabim, Carmélite et Makom Ptour. Ezoi Reshut Hayachid, qu'appelle-t-on un domaine privé? Haritz, Shu Amok Asara Verahav Dalet. Par exemple, si dans la rue, on a un trou, on a une tranchée d'une profondeur minimale de 10 tfachim et d'une largeur minimale de 4 tfachim par 4. Si on a un puits qui a cette profondeur, un haritz, eh bien ça s'appelle Reshut Hayachid. Quelqu'un qui prendrait un objet du Reshut Harabim et il le jette là-dedans, dans ce trou, eh bien il a transgressé le Issur Hotza'a. Vechen, également, encore un autre exemple de Reshut Hayachid, Gader Shu Gavoa Asara Verachav Arba. Zoi Reshut Hayachid Gemura. Si on a par exemple une colonne en plein milieu du Reshut Harabim qui fait une hauteur minimale de 10 tfachim avec une largeur de surface qui fait 4 par 4 tfachim, désormais, ça s'appelle Reshut Hayachid. Et on verra pourquoi la Baraïta s'est répétée en disant Zoi Reshut Hayachid Gemura. Ça, c'est un Reshut Hayachid parfait. En tout cas, si quelqu'un prendrait un objet qui était par terre dans le sol du Reshut Harabim et déposerait cet objet sur la colonne qui est Reshut Hayachid, ce serait considéré comme une Hotza'a. Ve'ezoi Reshut Harabim. Et qu'est-ce qui est qualifié de Reshut Harabim? Sartia, ou Platia Gdola, ou Mevoot Amefulashim. Sartia, c'est une autoroute, comme ça dit Rashi. Messila
Sholchin ba me'ir le'ir. C'est un chemin qui relie deux villes, qui permet l'accès d'une ville à l'autre. Platia Gdola, Rachid dit Rehava shel ir, shesham mitkabtsim nishora. C'est la place centrale de la ville où tout le monde se retrouve, se réunit pour aller au marché, pour acheter. Donc il y a un monde fou qui circule dans ce plateau, dans ce Platia Gdola. Umevoot amefulashin, qu'est-ce que c'est qu'un mavoy? Un mavoy, c'est une impasse qui permet l'accès au Hatzerot. Par exemple, des gens qui habitent dans une résidence, chacun a sa maison. Sa maison donne sur un Hatzer. La cour, elle est commune à tous les colocataires et copropriétaires. De la cour, on va au Mavoy. Et du Mavoy, on va au Reshut Arabim. C'est-à-dire que, en effet, grâce au Mavoy, on va arriver au Reshut Arabim. Ce Mavoy-là, il peut être de deux façons. Soit Mefoulash, soit Eno Mefoulash. Qu'est-ce que c'est qu'un Mavoy Mefoulash? C'est un Mavoy qui est ouvert de part et d'autre. Ça veut dire d'un côté comme de l'autre de l'impasse, ça donne sur le Reshut Arabim. C'est ouvert sur le domaine public. Donc les gens peuvent rentrer chez eux comment? Du Reshut Arabim, ils rentrent dans le Mavoy, du Mavoy, ils rentrent dans le Khatser, et du Khatser, ils vont à la maison. Donc dans chaque Mavoy, il y a plusieurs Khatserot. Et dans chaque Khatser, il y a plusieurs bâtim. Qu'est-ce que nous apprenons ici? C'est que le Mavoy, étant donné qu'il donne sur le Reshut Arabim de part et d'autre, il s'appelle Mavoy Mefoulash, il est ouvert de part en part, il a le statut de Reshut Arabim. Ce qui va attirer l'attention de la Gemara, c'est le fait que la Baraïta s'est répétée. Et elle dit Zohi Reshut Arabim Gemora. Ça, c'est le Reshut Arabim parfait. Pourquoi on a besoin de répéter? On a déjà dit Ezohi Reshut Arabim et on t'a donné une liste de cas de figure. C'était pas la peine de se répéter en disant Zohi Reshut Arabim Gemora. La Gemara, évidemment, va expliquer tout cela. Quel est le din donc de ces deux Reshuyot? En motzi'in mirshut hayachid zo lirshut arabim zo ve'en machnisin mirshut arabim zo lirshut hayachid zo. Donc la Braïta nous donne maintenant la halacha. Une fois qu'elle nous a donné la définition de ce qu'on appelle reshut hayachid, reshut arabim, elle nous donne maintenant le din. Le din, c'est qu'on n'a pas le droit de faire sortir du reshut hayachid au reshut arabim. On n'a pas le droit non plus de faire rentrer du reshut arabim au reshut hayachid des objets. C'est ce qu'on appelle la melacha de Hotsa'a ou de Achnasa. Ve'im hotsi ve'ichnis. Et s'il a fait sortir ou il a fait rentrer des objets, donc il a transgressé l'interdit, Beshogeg hayav hatat. S'il a fait ça par inadvertance, parce qu'il a oublié que c'était Shabbat, ou il a oublié que c'était une melacha interdite, ou tout simplement il n'a pas étudié, donc il est shogeg, il est involontaire. Dans ce cas, il doit apporter un korban expiatoire qui s'appelle korban khatat. Bemezid, s'il a fait ça exprès, sciemment, il savait que c'était assour et tout de même il a fait, anouch karet, il est passible du retranchement. Ça veut dire qu'il va mourir prématurément. Hashem yatzilenu. Et parfois il y a karet qui concerne même la descendance, parfois il y a karet qui concerne même le olam haba. En tout cas, il est chayav karet. Veniskal, dans la mesure où il y avait deux témoins qu'il avait vus et qu'il avait avertis au préalable en lui disant « Tu sais que c'est Shabbat ?» Oui. « Tu sais que c'est la source que tu vas faire ?» Oui, je le sais. Et tout de même tu le fais, sache que tu vas être chayav mita. Il dit « Je le sais, malgré tout, je transgresse. » Eh bien cet homme-là est chayav skila. Dans l'absolu, il est chayav de lapidation. Mais évidemment, on le sait, comme nous dit la Mishnah dans Masechet Makot, que le Beddin, le Sanhedrin à l'époque, qui était habilité à exécuter, même s'il le faisait une fois tous les 70 ans, s'appelait Beddin Katlanit, parce que le Beddin a le devoir de chercher des circonstances atténuantes ou de mener l'enquête auprès des témoins pour voir si jamais ils se contredisent. S'il y avait la moindre contradiction
entre les deux témoins, eh bien l'homme était acquitté. Donc ça n'arrivait pas souvent d'appliquer cette exécution, mais en tout cas dans la théorie, il est chayav skila s'il était mézid avec Eidim et Hatra. La Braïta continue de dire Aval yam ou bik'a ve'istevanit ve'a karmelit enan lo kirshut arabim ve'lo kirshut ayachid. Maintenant, elle va nous donner la définition de ce que l'on appelle carmélite. C'est-à-dire que ce n'est ni Reshut Ayachid ni Reshut Arabim, mais c'est un secteur qui a un statut rabbinique. Midé Rabbanan, il y a un issour de transporter, soit à l'intérieur de la carmélite, plus de 4 coudées, comme si c'était Reshut Arabim, et également, on n'a pas le droit de transférer des objets de la carmélite vers Reshut Ayachid ou Reshut Arabim, ou dans le sens inverse. C'est quoi les carmélites? Yam, la mer. Pourquoi la mer est considérée carmélite? Car il n'y a pas de circulation. Bien que ce soit un espace ouvert comme le Reshut Arabim, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui circule dans la mer. C'est pas comme le Reshut Arabim où on a 600 000 personnes qui circulent. Bik'a, c'est une vallée, c'est-à-dire des champs agricoles. L'espace de champs agricoles, puisqu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de... c'est pas ni Reshut Ayachid, ni Reshut Arabim, c'est carmélite. Istevanit, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le DAF précédent, ce qu'on appelle sitio ou stav, c'est l'endroit où les marchands, les commerçants, vont mettre leur étalage. On avait vu qu'il y avait le hanout, le magasin, et devant le magasin, il y avait le stav, c'est là où il y avait la itzteba, les estrades, pour étaler la marchandise. Et ensuite, on a le Reshut Arabim, les gens qui viennent au marché, là où se trouvent les gens, les clients, c'est Reshut Arabim. Là où il y a le stav, le istevanit, c'est les estrades où on dépose la marchandise. Là-bas, c'est carmélite, puisqu'il n'y a pas de circulation. Et à l'intérieur du magasin, c'est Reshut Ayachid. Donc ici, on nous parle de istevanit, qui est la carmélite. Veha carmélite. Et là, ce qui va étonner la Gemara, c'est qu'on rajoute et la carmélite. Mais tout de même, le yam, bika, istevanit, tout ça, c'est déjà carmélite. Pourquoi tu rajoutes Veha carmélite? Évidemment, la Gemara va nous expliquer quelle était l'intention de la Braïta. En tout cas, la Braïta nous explique carmélite ena lo kirshut arabim velo kirshut ayachid. Tous ces espaces ne sont considérés ni comme Reshut Ayachid, ni comme Reshut Arabim. Quelle est l'incidence? Premièrement, c'est qu'on n'a pas le droit de transporter des objets à l'intérieur de la carmélite au-delà de 4 coudées. Mais s'il a transgressé ce issour, il n'y aura pas de condamnation, puisque ce n'est que Midé Rabbanan, ce n'est pas Minatora, donc il n'y a pas de condamnation. On n'a pas le droit de transférer des objets de la carmélite vers le Reshut Arabim, ni du Reshut Arabim vers la carmélite, car c'est considéré comme un domaine différent, Midé Rabbanan. Également, on n'a pas le droit de transférer des objets de la carmélite vers le Reshut Ayachid, ou vice-versa. Mais s'il a transgressé, et tout de même, il a enfreint l'interdit rabbinique, il n'est pas tour, car il n'a pas fait un issour de la Torah. Il n'y aura pas de korban, il n'y aura pas de condamnation. La Braïta continue, et elle nous dit, Hatserot shel rabim, ou mevoot shenan mefulashin, ervu mutarim, lo ervu asurim. Un hatser shel rabim, ça veut dire quoi hatser shel rabim? Il faut comprendre que le hatser, c'est un Reshut Ayachid, puisque la cour qui est commune à tous les résidents, qui se trouve à proximité des maisons, puisque toutes les maisons donnent sur le hatser, chacun a sa maison qui lui appartient, mais la cour, elle est commune à tous les copropriétaires et colocataires. Quel est le din? Minatora, il n'y a aucun problème.
de transférer des objets de la maison au Hatzer, puisque tout est clôturé. Seulement, les Hachamim ont tenu compte du risque de confusion, puisque les gens, dans leur esprit, ils peuvent s'imaginer que la cour s'appelle Reshut Harabim, car en effet, elle appartient à tout le monde, elle est commune à tous les résidents, tandis que la maison, c'est un domaine privé. Minatora, la notion de Reshut Hayahid et Reshut Harabim n'a rien à voir avec l'appartenance, avec la possession. Par exemple, dans la rue, c'est un Reshut Harabim. Si on a creusé un trou d'une profondeur de 10 tfachim, avec une surface d'une largeur de 4 par 4 tfachim, ça s'appelle Reshut Hayahid, et pourtant, ça n'appartient à personne, ce trou-là, ce puits. C'est ça le Reshut Hayahid. Mais malgré tout, dans l'esprit des gens, le Yahid et Rabim, ça désigne l'appartenance, soit une propriété privée, soit une propriété publique. Donc pour les gens, le Hatzer, c'est une propriété publique. Hatzer chez le Rabim, puisque ça appartient à tout le monde. Mais en réalité, Minatora, ça s'appelle Reshut Hayahid, puisque c'est clôturé. Alors Hachamim ont dit, de peur que les gens fassent un amalgame, fassent une confusion, si tu leur permets de faire sortir des objets de chez eux au Hatzer, ils vont se permettre également de faire sortir des objets du Reshut Hayahid au Reshut Harabim. C'est pour cela qu'ils ont institué le Hiruvé Hatzerot. En quoi consiste le Hiruvé Hatzerot? C'est qu'il faut prendre une corbeille de pain, plutôt une corbeille vide, et on va passer chez tous les résidents, chacun met son pain dans la corbeille, et une fois qu'elle est pleine, on la dépose dans une maison. Comme si tout le monde habitait dans cette maison, et qu'il n'y avait plus qu'une seule maison et un seul Hatzer. De nos jours, comment on fait? Eh bien, c'est pas tous les vendredis qu'on va passer avec la corbeille pour ramasser du pain. On prend un paquet de matzot, puisque c'est longue conservation. Ça peut rester d'une année à l'autre, et on a l'habitude de renouveler ça toute veille de Pessah, ce Hiruvé Hatzerot. Et le paquet de matzah, qui est au profit de tous les résidents et qui est déposé dans une maison où on a fait le Hiruvé Hatzerot, permet à tout le monde de transporter à l'intérieur de la résidence pendant toute l'année. Donc, voilà comment on fait Hiruvé Hatzerot. Et c'est ce que nous dit la Braïta d'ailleurs. Hatzerot shel Rabim, umevoot shenan mefulashin, irvu mutarin, lo irvu asurin. Si on a fait le Hiruvé Hatzerot, il n'y a aucun problème. Si on n'a pas fait le Hiruv, alors midé Rabanan, en effet, c'est assour de transporter des objets à l'intérieur du Hatzer ou de transférer des objets du Baït au Hatzer et vice-versa. Et maintenant, la Braïta nous parle de Makom Pitour. Adam omed ala iskupa, notel mi ba'al habayit venoten lo. Notel me'ani venoten lo. Ubilvad, shelo yitol mi ba'al habayit venoten le'ani, me'ani venoten le ba'al habayit. Ve'im natal venatan, shloshtan pturin. De quoi parle-t-on? On parle d'une iskupa. C'est quoi une iskupa? C'est un genre de marchepied qui se trouve devant la maison. Lorsqu'on sort de la maison, on a comme un genre d'estrade et on descend vers le Reshut Harabim. Ce marchepied-là, parfois il est étroit, moins de 4 tfachim de largeur, comme des escaliers. Et étant donné que ça a plus de 3 tfachim de hauteur, et ça a moins de 4 tfachim de largeur, de 4 par 4, ça peut être plus de 4 dans la longueur, mais la largeur elle est inférieure à 4 tfachim, donc ça s'appelle Makom Pitour. Makom Pitour, c'est totalement permis. Il n'y a aucune restriction. On a le droit de prendre du Reshut Hayahid et poser sur le Makom Pitour. Du Reshut Harabim et poser sur le Makom Pitour. Il n'y a aucun problème. Hachamim n'ont imposé aucune restriction par rapport au Makom Pitour. Donc quelqu'un peut se retrouver debout sur le Makom Pitour, il prend des objets du Reshut Hayahid. Ou de là où il se trouve, il pose dans le Reshut Hayahid. Ou bien il peut prendre des objets du Reshut Harabim et les ramener vers lui, ou de lui vers le Reshut Harabim.
Malgré tout, Hachamim ont dit que cet homme qui se tient au milieu entre le Reshut HaYachid et le Reshut HaRabim, il est debout dans le Makom Ptour, sur la Iskoupa. Faut pas qu'il prenne des objets du Baal Habayit qui est dans le Reshut HaYachid et qu'il donne au Ani qui est dans le Reshut HaRabim, ou dans le sens inverse. Pourquoi? Minatora c'est permis. Mais Hachamim ont dit, si tu fais ça dans une seule action, eh bien les gens risquent de croire que de la même façon qu'on a le droit de prendre des objets du Reshut HaYachid et de les amener vers le Reshut HaRabim via le Makom Pitour, eh bien, quelle différence avec Reshut HaYachid et Reshut HaRabim? Ça veut dire qu'on a le droit de faire sortir des objets du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim ou dans le sens inverse. C'est pour cela que Hachamim ont dit, non, il ne faut pas faire ça directement. Tu le fais en deux temps. D'abord, tu prends du Reshut HaYachid, tu poses dans le Makom Pitour, après du Makom Pitour, et tu donnes ensuite au Ani, mais pas en une seule fois. Je répète ce cas. Adam omed ala iskoupa. Un homme peut se tenir sur le marchepied. Notel mi Baal Habayit ve notenlo. Il peut prendre des objets du Baal Habayit et lui rendre. Le Baal Habayit se trouve évidemment dans le Reshut HaYachid. Notel mi Ani ve notenlo. Ou bien il peut prendre des objets du pauvre qui est dans le Reshut HaRabim et lui rendre. Ou bilvad, à condition, shelo itol mi Baal Habayit ve noten le Ani. Mais Ani ve noten le Baal Habayit. Il ne peut pas prendre de l'un et donner à l'autre. Veim natal ve natan. Et s'il a transgressé cet interdit rabbinique, shloshtan pturim. Les trois sont patours puisqu'ils n'ont pas transgressé un Issour Torah. Et la Braïta maintenant va conclure avec un enseignement qui concerne la Iskoupa, mais cette fois-ci, on va parler de spécificité de la Iskoupa. Aherim omrim. Aherim, en général, c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Iskoupa meshameshet shte reshuyot. Bizman she'apetach patuach kelifnim, petach naoul kelachutz. Il existe une Iskoupa, un marchepied, qui peut avoir un double statut. Tantôt, il est considéré Reshut HaYachid, tantôt Reshut HaRabim. De quoi cela dépend? Ça dépend de la porte d'entrée de la maison. Si la porte de la maison est fermée, alors la Iskoupa qui est à l'extérieur, elle est annexée au Reshut HaRabim. Par contre, si la porte de la maison est ouverte, alors la Iskoupa, le marchepied qui est devant l'entrée de la maison, est annexé à la maison. On verra dans la Gemara de quelle Iskoupa s'agit-il exactement. En tout cas, c'est comme un caméléon. La Iskoupa prend la couleur, prend le statut de l'endroit auquel elle est annexée. Parfois, elle est annexée à la maison, quand la porte de la maison est ouverte. Parfois, elle est annexée au Reshut HaRabim, quand la porte de la maison est fermée. Ve'im haïta iskoupa gvoa asara ou rehava dalet, harezu reshut le'atzma. Et si la iskoupa, ce marchepied qui est devant le seuil de la maison, était d'une hauteur de 10 tfachim et d'une surface minimale de 4 tfachim sur 4 tfachim, harezu reshut le'atzma, eh bien elle est considérée comme un reshut à part entière qui ne sera pas annexé à aucun autre reshut. Ce sera considéré Reshut HaYachid. Et on verra dans la Gemara également une clarification, un éclaircissement à ce propos. Et maintenant, la Gemara va se livrer à l'analyse de chaque enseignement de la Baraïta qui a été très longue. Amar Mor. Zohi Reshut HaYachid. Les Maoutemai. Au début de la Braïta, on nous a présenté plusieurs exemples, plusieurs modèles de Reshut HaYachid. Comme par exemple, un puits creusé dans la rue. On est dans le Reshut HaRabim, on a creusé une tranchée. Si elle a une profondeur de 10 tfachim et une surface de 4 par 4, dans ce cas-là, ça s'appelle Reshut HaYachid. Ou, à contrario, plutôt une colonne qui a une hauteur minimale de 10 tfachim et une surface minimale de 4 par 4, ça s'appelle Reshut HaYachid. Question. Pourquoi la Braïta s'est répétée? Au début, elle a dit Ezohi Reshut HaYachid. Elle nous décrit les cas et elle se répète Zohi Reshut HaYachid Gemura. Alors, pourquoi on répète Zohi Reshut HaYachid
Et pourquoi préciser Gemura? Un Reshut Arabim, pardon, un Reshut Ayahid parfait. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire parfait? Alors, premièrement, les Maouté Maï. Quand on dit Zoï Reshut Ayahid, ça veut dire que on désigne et on pointe du doigt ce Reshut Ayahid pour dire ça c'est un Reshut Ayahid. Mais parce que quelqu'un d'autre a considéré comme Reshut Ayahid. On va voir tout de suite que c'est Rabbi Yehuda qui va définir un certain espace, il va le définir comme Reshut Ayahid, et Chachamim vont dire pas du tout, cet espace-là n'a pas le statut de Reshut Ayahid. Voilà donc pourquoi ils ont dit Zoï Reshut Ayahid Gemura, pour dire ça c'est un Reshut Ayahid, mais pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont voulu exclure? Les Maouté Maï, les Maouté Hade Rabbi Yehuda. Detanya, Yater Alken Amar Rabbi Yehuda, Mi sheyesh lo shne batim, bishne tzidei Reshut Arabim, ose lechi mikan velechi mikan, o kora mikan vekora mikan, venose venoten ba'emtza. Rabbi Yehuda dit quelque chose de phénoménal. Il dit qu'imaginons, dans la rue, on a Reshut Arabim, mais on arrive à un endroit où il y a des maisons de part et d'autre de la rue. Dès qu'on arrive à un espace où il y a des maisons à droite et à gauche, eh bien, tout l'espace qui se trouve à l'intérieur des maisons, eh bien, c'est considéré Reshut Ayahid, Minatora. Seulement, Midera Banan, pour pouvoir transporter à l'intérieur, ils ont fait une takana de mettre soit lehi c'est une poutre verticale, kora c'est une poutre horizontale, soit une kora en haut, à l'entrée, dès qu'on rentre dans cet espace où il y a une maison à droite, une maison à gauche, eh bien, à l'entrée de l'espace, on met une poutre verticale, pardon, horizontale, ou bien une poutre verticale. La verticale s'appelle lehi, l'horizontale s'appelle kora. Pareil de l'autre côté, à l'extrémité des maisons, donc entre les deux maisons, on va mettre ces poutres, soit verticales, soit horizontales. Quel est l'intérêt? Rashi nous dit que c'est pour marquer un heker, un signe distinctif pour que les gens comprennent bien la différence entre à l'intérieur de l'espace, qui est Reshut Ayahid, et l'extérieur qui est Reshut Arabim. Bien que les gens circulent, il faut bien qu'ils sachent qu'il ne faut surtout pas déplacer des objets du Reshut Ayahid au Reshut Arabim. Parce que normalement, dans le Reshut Arabim, on peut déplacer un objet dans la mesure de 3 coudées. On n'a pas le droit de faire 4 coudées, mais 3,5, 3,9, on a le droit. Alors que Mirshut Ayahid et Reshut Arabim, même pas 1 millimètre. Donc il faut mettre un heker, un signe distinctif, pour que les gens ne se permettent pas de faire sortir des objets de l'espace Reshut Ayahid à l'espace Reshut Arabim. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui considère que entre deux maisons, même si le Rabbim circule, c'est considéré Reshut Ayahid. Les Chachamim ne sont pas d'accord du tout. Amroulo en me'arvin Reshut Arabim bekach. Ils ont dit à Rabbi Yehuda, on ne peut pas faire un hérouv comme ça. C'est pas possible. Entre deux maisons, deux mechitzot, c'est pas un Reshut Ayahid. Rabbi Yehuda considère que deux mechitzot, déjà, c'est Reshut Ayahid. Parce que ça ne ressemble pas au désert. Dans le désert, Am Israël se retrouvait là-bas, 600 000 personnes à circuler dans un espace ouvert. Mais à partir du moment où tu mets deux mechitzot, eh bien, ce n'est plus un espace ouvert. Pour Rabbi Yehuda, c'est Reshut Ayahid. Ce n'est que Midera Banan qu'il faut rajouter lehi au kora. Mais Chachamim disent pas du tout. Deux mechitzot, ça ne suffit pas pour créer un espace de Reshut Ayahid. Et par conséquent, puisque c'est une rue où les gens traversent, et on a 600 000 personnes qui traversent par là, ça reste Reshut Arabim. Ils lui ont dit En me'arevin Reshut Arabim bekach. Très bien. Donc, on a compris. Quand Chachamim ont dit Zoï Reshut Ayahid Gemura, pourquoi ils ont dit Zoï Reshut Ayahid? Pour exclure l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui considère que même avec deux mechitzot, on peut créer un espace de Reshut Ayahid. Chachamim ont voulu exclure cette opinion. Et maintenant, la Gemara demande
Ve'amai karule gmura. Ok, tu aurais pu dire Zohi Reshut Hayahid. Pourquoi tu as rajouté ce qualificatif de gmura? Parfait. Un Reshut Hayahid parfait. Réponse Ma'u detema ki peligera banan ale de Rabbi Yehuda de lo have Reshut Hayahid hanemile letaltel aval lizrok module kamash ma'alan. Car on aurait pu se tromper. Lorsqu'on a dit que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas diamétralement opposés. Peut-être qu'ils sont d'accord avec lui, que l'espace entre deux maisons, entre deux parois, ça s'appelle Reshut Hayahid Minatora. C'est seulement Midera Banan qu'ils interdisent de transporter à l'intérieur de ce Reshut Hayahid, comme il y a du Rabim qui circule, et les gens peuvent faire confusion en se disant, mais s'il y a du Rabim qui circule, donc c'est Reshut Arabim, comment est-ce qu'on a le droit de transporter dans tout cet espace? Alors peut-être que pour ça, Hachamim ont dit qu'il ne faut pas transporter plus de 4 coudées. Mais peut-être que c'est que Midera Banan. Peut-être que Minatora, c'est vraiment Reshut Hayahid, même d'après Hachamim. Pour ça que ils ont dit non, pas du tout. On n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Yehuda. Et ben la kula, ben la humra. C'est-à-dire, à tel point qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, c'est qu'ils disent, cet espace entre les deux maisons, c'est pas un Reshut Hayahid, même pas les Ahmir. On est Mekil. Ça veut dire que eux, ils disent, ça s'appelle Reshut Arabim Mamash. À tel point que si tu prends un objet du Reshut Arabim et tu le fais rentrer là-bas, il n'y a aucun problème, tant que tu restes dans le cadre de 3 coudées. C'est assourd de déplacer au-delà de 4 coudées, 4 coudées au plus. Mais si on a moins de 4 coudées, il n'y a pas de problème dans le Reshut Arabim. Ce qui est assourd, c'est de faire entrer même 1 millimètre, mi Reshut Hayahid, Reshut Arabim, Reshut Arabim, Reshut Hayahid. Ça, c'est assourd de transférer un objet. Là, il n'y a pas de shi'ur de 4 coudées. 4 coudées, c'est que lorsqu'on est dans le Reshut Arabim. Eh bien, eux, ils te disent, l'espace de Rabbi Yehuda, ce que lui considère que c'est Reshut Hayahid, entre deux maisons, nous, on considère que c'est Reshut Arabim. Et par conséquent, tu peux prendre un objet qui est dans le Reshut Arabim et le faire entrer là-bas, tant que tu n'as pas déplacé Arba Amot. Parce que pour nous, c'est un Reshut Arabim Gamour Minatora. Donc c'était ça le chidouche. C'est pour ça qu'ils ont écrit Reshut Hayahid Gemura, c'est pour dire que il n'y a que ça qui est Reshut Hayahid. Haritz, Geder, mais pas l'espace de Rabbi Yehuda. Et pas seulement qu'on est Holek sur lui, Midera Banan, on est Holek sur lui, même Minatora. Lui, il dit que Minatora, ça s'appelle Reshut Hayahid. Nous, on dit que c'est même pas Reshut Hayahid, c'est Reshut Arabim Gamour. Même la Kula, tu peux prendre des objets du Reshut Arabim, faire 2 pas, 2 ou 3 coudées, tu peux placer l'objet qui était dans le Reshut Arabim et le mettre dans l'espace entre les deux maisons. Parce que là-bas, ça s'appelle Reshut Arabim. C'est pas Reshut Hayahid. Donc je répète les mots. Ma'u detema, parce que tu aurais pu croire, qui peligera banan ale de Rabbi Yehuda, de lo ave Reshut Hayahid, hanemile letaltel. Tu aurais pu penser que quand est-ce que Chachamim s'oppose à Rabbi Yehuda pour prétendre que ce n'est pas un Reshut Hayahid, c'est uniquement les taltel, de déplacer un objet à l'intérieur, plus de 4 coudées. Alors ils interdisent. Aval lizrok module. Mais s'il s'agit de lancer un objet qui était dans le Reshut Arabim et de lancer dans cet espace qui est cet espace qui est entre les deux maisons, peut-être qu'ils sont d'accord que c'est Reshut Hayahid Minatora et donc ils devraient l'interdire. Kamash Marlan que non, ils te permettent de jeter l'objet, évidemment, dans le cadre des Arba Amot. Il ne faut pas dépasser les 4 coudées. Tant que tu fais moins de 4 coudées, c'est permis. C'est pour ça qu'ils ont écrit Gemora. Encore une analyse. Amar mort. On a dit dans la Braïta, Zohi Reshut Arabim. Pourquoi tu t'es répété Zohi Reshut Arabim? Au début, tu as dit c'est quoi Reshut Arabim? Tu m'as donné plusieurs cas, plusieurs exemples. Après, tu as répété Zohi Reshut Arabim. Mais c'est bon, tu as déjà dit Ezohi au début, tu n'as pas besoin de répéter Zohi Reshut Arabim à la fin. Si on se répète, c'est pour exclure quelque chose. Les Maouté, Idach de Rabbi Yehuda. C'est pour exclure encore un Reshut Arabim de Rabbi Yehuda.
Ditnan, Rabbi Yehuda Omer, Imaita derech reshut harabim mafsikatan, yesallekena litzdadin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda nous enseigne à propos de passer biraot. Vous savez c'est quoi passer biraot? C'est lorsque les Olé Regalim, les pèlerins qui montaient à Yerushalayim 3 fois par an à Pessah, Shavuot, Sukkot, avec leurs animaux, ils avaient besoin d'eau. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de robinet, donc il y avait des puits desquels on puisait de l'eau. Les voyageurs, qui étaient avec en plus leurs animaux, ils ne voyageaient pas en avion ou en train, ils voyageaient à pied ou à dos d'âne, ils allaient s'alimenter en eau en puisant de l'eau des puits. Le problème, c'est quoi? C'est que Shabbat, on n'a pas le droit de puiser de l'eau, car la rue, c'est Reshut Harabim, la chaussée où on marche, c'est Reshut Harabim, mais le puits lui-même, il s'appelle Reshut HaYachid, puisqu'il a une profondeur de 10 tfachim et une largeur minimale de 4 par 4, donc c'est Reshut HaYachid. Comment tu vas faire? Tu vas prendre ton seau, tu vas puiser de l'eau, tu vas remonter le seau d'eau, tu vas le poser sur le sol, mais le puits, c'est Reshut HaYachid. Le sol, c'est Reshut Harabim. Alors, c'était quoi l'astuce? C'était de créer dans l'environnement du puits un Reshut HaYachid avant Shabbat. Comment on faisait? On prenait des diomdines. Diomdines, ça veut dire des planches qui faisaient au moins 10 tfachim de haut et une largeur d'une hama. Une hama, c'est une coudée. Alors on faisait 4 diomdines. Diomède, c'est 2 amodim. C'est la contraction de 2 mots. Diomède, dou amodim. 2 amodim. C'était des angles droits. On prenait donc une planche et une planche, on les collait, et c'est comme ça qu'on avait des angles droits. On en faisait 4 comme ça. Et on mettait ces 4 diomdines donc, dans 4 angles de l'espace de l'environnement du puits. Ce qu'on appelle passer biraot. Passer, passim, ce sont des parois. Biraot, c'est le bord au pluriel. Au lieu de borot, on dit biraot. Passer biraot. Ça, c'était pour créer un espace de Reshut HaYachid autour du bord. Et comme ça, on pouvait puiser de l'eau tranquillement. Car le puits, il est Reshut HaYachid. Quand tu prends le seau d'eau et que tu poses par terre, il n'y a pas de problème, puisque maintenant, tout l'environnement du bord s'appelle Reshut HaYachid, puisqu'il est encadré des passés biraot. On a 4 diomdines dans les 4 angles. À l'intérieur, ça s'appelle un espace clôturé. Clôturé avec quoi? Avec ses passés biraot. Mais il faut aller faire attention que entre un diomède et l'autre, il n'y ait pas d'espace vide plus de 10 coudées. Il ne fallait pas qu'il y ait 10 coudées d'espace vide, de manière à ce que même les gens et les animaux pouvaient passer, mais il ne fallait pas que ce soit trop écarté, trop éloigné. Je vous lis Rashi à ce propos. Rashi nous dit comme ça. בפרק ב' דעירובין הקלו חכמים משום עולי רגלים בבור ברשות הרבים והבור עצמה רשות היחיד שהיא עמוקה 10 ורחבה 4 והממלא מתוכה ומניח על שפתה חייב והקלו חכמים לעשות 4 פסים וביניהם 10 אמות דהווה חללו רשות היחיד למלות מן הבור. Alors maintenant, quel est le chidouche de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit attention, pour que l'environnement autour du bord soit considéré Reshut HaYachid grâce au passé biraot, il ne faut pas qu'il y ait du passage du Rabbim. Les gens ne doivent pas traverser au travers des passés biraot, car s'il y a le Rabbim qui traverse, ils vont annuler les passés biraot et ils vont transformer cet endroit en Reshut HaRabim. Alors si tu veux préserver ce lieu et lui conférer un statut de Reshut HaYachid, il faut vraiment que le Rabbim ne passe pas par là pour ne pas annuler l'effet des passés biraot. C'est pour ça qu'il dit Imaita derech Reshut HaRabim afsikatan yesallekena litzdadin. Rabbi Yehuda disait que si le Rabbim avait l'habitude de passer par là, il faut dévier leur chemin, qu'ils passent de l'autre côté, contourner les passés biraot.
Chachamim omrim eno tzarich. Mais Chachamim disent que les passés biraot, une fois que ça a vraiment un statut de Reshut HaYachid, ça ne me dérange pas que le rabbim passe par là. Le rabbim ne peut pas annuler ce qui s'appelle Reshut HaYachid. Dans la Gemara Eruvin, on retrouve une très belle question à ce propos. La Gemara pose une contradiction de Rabbi Yehuda et une contradiction de Chachamim. Car là-haut, on avait vu que deux maisons, l'une en face de l'autre, l'espace qui est entre les deux maisons, comment s'appelle? Reshut HaYachid, d'après Rabbi Yehuda. Et d'après Chachamim, ça s'appelle Reshut HaRabim. Pourquoi? Car le public traverse entre les deux maisons. Donc tu vois que d'après Chachamim, le passage du Rabbim annule le statut de Reshut HaYachid. Alors pourquoi il n'applique pas la même chose au niveau des passés biraot? Et également Rabbi Yehuda, lui qu'est-ce qu'il avait dit? Que deux maisons, l'une en face de l'autre, entre les deux, cet espace s'appelle Reshut HaYachid, même s'il y avait la traversée du Rabbim. Même si le public passe par là, ça ne retire pas le statut de Reshut HaYachid à cet espace. Alors pourquoi pour les passés biraot, il ne dit pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'il dit que si le Rabbim passe entre les Diumdin, ça annule le statut de Reshut HaYachid? Il les oblige à dévier leur chemin et passer derrière les passés biraot et pas entre elles. La Gemara pose cette question là-bas et elle donne les réponses. Alors maintenant, la Gemara nous dit, ok, on a compris pourquoi c'est écrit Zohi Reshut HaRabim, pour nous dire que ça c'est un Reshut HaRabim, mais un Reshut HaRabim qui passe entre les passés biraot, ce n'est pas un Reshut HaRabim. C'est ça le chidouche. Chachamim veulent exclure une deuxième fois Rabbi Yehuda. Pas seulement qu'ils l'ont exclu au niveau de la définition de Reshut HaYachid, ils l'excluent également au niveau de la définition de Reshut HaRabim. Car lui, il considère qu'il y a Reshut HaRabim entre les passés biraot, et eux, ils disent pas du tout. Entre les passés biraot, ça reste Reshut HaYachid. C'est pas un Reshut HaRabim. Ve'amay karou Gemura. Ok, alors maintenant, on a compris pourquoi on a répété Zohi Reshut HaRabim, mais pourquoi ils ont dit Gemura? Réponse, Aïde de Tana Resha Gemura, Tananame Sefa Gemura. C'est par symétrie, puisque nous le savons que pour mieux mémoriser, il faut que les textes soient rédigés de manière symétrique. Puisqu'on a écrit Zohi Reshut HaYachid Gemura, et on a expliqué pourquoi il fallait rajouter le mot Gemura, alors on a répété Gemura même dans Reshut HaRabim, par symétrie. La Gemara maintenant pose une autre question. Elle dit Velachshov namim midbar. Pourquoi est-ce que dans la liste des exemples de Reshut HaRabim, on n'a pas cité le désert? Pourtant, il y a une braïta qui considère que le désert, c'est un Reshut HaRabim. Dehatania ezoi Reshut HaRabim, sratia, ou platia gdola, ou mevot amefulashin, ve'amidbar. Nous voyons que même le désert figure dans la liste d'une autre baraïta en tant que Reshut HaRabim. Amar Abaye. La réponse de Abaye est la suivante. La kashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan bisman shisrael shuin bamidbar, kan bazman azeh. À l'époque de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se trouvaient dans le désert. En effet, on avait 600 000 hommes présents dans le désert. Donc ils ont transformé le désert en un domaine public. Mais en temps normal, personne ne circule dans le désert. Il y a très peu de monde. Donc c'est sûr que ce n'est pas considéré Reshut HaRabim, mais uniquement carmélite. Entre parenthèses, Tosfot disent que de là, on peut déduire qu'en effet, que pour avoir un statut de Reshut HaRabim, il faut qu'il y ait une circulation de 600 000 personnes qui soient là fréquemment. Je vous lis le Tosfot. Kan bizman sh'Israël shruin bamidbar mashma ktsat de'ena Reshut HaRabim elaim ken metsuin sham shishim ribo kemo bamidbar. Amar Mor.
La Gemara continue d'analyser la Braïta. On a vu dans la Braïta, Imotsi vichnis beshogeg hayav khatat, bemezid anush karet, veniskal. On avait vu que la différence entre quelqu'un qui a transgressé le issour de Hotsa'a, beshogeg et bemezid, c'est que beshogeg, il est hayav khatat, bemezid, il est hayav karet, bemezid avec atra'a, il est hayav skila. Alors maintenant, la Gemara pose la question, beshogeg hayav hatat pshita. Je ne vois pas l'intérêt de nous dire que un homme qui a fait l'amlacha de Hotsa'a, il est chayav hatat. Mais c'est une évidence. Car on a une règle. Kol shezedono karet, shigegato hatat. Toute avera qui est passible de karet, si on l'a commise sciemment, bemezid, alors beshogeg, si on a fait la même action par inadvertance, on est chayav hatat. C'est une règle générale pour toutes les averot. Alors pourquoi on avait besoin de le préciser à propos de la melacha de Hotsa'a? La Gemara répond, bemezid anush karet veniskal itzterichale. Le chidouche, c'est pour nous dire qu'il est hayav skila, bemezid avec atra'a, qu'il est passible de lapidation. C'est ça le chidouche. La Gemara nous dit, hanami pshita. Là aussi, c'est évident, car c'est écrit dans la Torah qu'on a lapidé le Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat. On a trouvé dans le désert un homme qui était Mekoshesh Etzim, qui a profané le Shabbat. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a infligé la lapidation sur l'ordonnance divine. Donc Akadosh Baruch Hu nous a dit que celui qui est Mechalel Shabbat, Bemezid Ve'atra'a, est Chayav Skila. Alors quel est le chidouche? Hakamash Ma'alan. Le chidouche de nous dire Beshogeg Hayav Hatat est le suivant. Kederav, comme un enseignement de Rav. De Amar Rav, Matzati, Megillat, Starim, Berabi Hiya. On sait que Rav était le neveu de Rabbi Hiya et il raconte qu'il a trouvé dans les archives chez son oncle Rabbi Hiya un rouleau de parchemin où il y avait écrit dedans une halacha, une baraïta. À l'époque, on n'écrivait pas la Torah chez Be'al Peh. La Torah chez Be'al Peh, c'était assourd de l'écrire. Lorsque quelqu'un avait peur d'oublier, alors il écrivait en cachette, dans un petit rouleau de parchemin, des halachot qui voulaient se souvenir, mais ce n'était pas publié. Ça s'appelait Megillat Starim, le rouleau de parchemin caché. Alors il dit qu'il a trouvé chez son oncle une Megillat Starim, qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? La baraïta suivante. Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda, c'est un hacham, disait Avot melachot arbaim haserahat. Les travaux interdits Shabbat sont au nombre de 40 moins 1, c'est-à-dire 39. Ve'eno hayav ela ahat. On est hayav de korban hatat pour les melachot que un seul korban hatat. La Gemara dit quoi? Eini, ah bon? Un seul korban pour les 39 travaux? Si quelqu'un a enfreint les 39 travaux, il a fait les 39 travaux pendant Shabbat. Donc il a fait 39 infractions. Quoi, il est hayav que d'un seul korban? C'est impossible. Ve'atnan, pourtant on a appris dans une Mishnah, la Mishnah d'Afaïn Gimel, qui énumère les 39 travaux. Avot, melachot, arbaim, haser, ahat. La Mishnah commence par nous dire, les travaux sont au nombre de 40 moins 1, c'est-à-dire 39 travaux. Et là-bas, la Gemara a posé la question, elle a dit, Ve'avinan, on s'est demandé, Minyana la Mali, pourquoi était-il nécessaire de préciser le nombre, le chiffre de 40 moins 1, c'est-à-dire 39? Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il y a 39 travaux interdits le Shabbat? Mais on sait compter. Si tu les comptes, à Horesh, à Zoréa, à Kotser et ainsi de suite, tu vas voir qu'en tout il y a 39. Alors, Minyana la Mali, pourquoi on avait besoin de nous donner le nombre? Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan avait répondu pour nous dire que c'est pour nous indiquer que si jamais un homme a transgressé le Shabbat en effectuant les 39 travaux, eh bien il est hayav 39 korbanot. C'est-à-dire que cet homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il n'a pas étudié.
il ignorait les 39 travaux. Ou bien il avait étudié, il a oublié. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que c'est assourd de d'écrire, il ne sait pas que c'est assourd de coudre, il ne sait pas que c'est assourd de cuisiner, et ainsi de suite. Il a fait les 39 travaux. Combien de korbanot doit-il apporter? 39. D'où on le sait? Eh bien de la Mishnah qui a énuméré. Elle a dit 39 travaux. Pourquoi elle a besoin de nous donner le nombre? C'est pour faire allusion aux 39 korbanot éventuels si jamais l'homme a effectué 39 travaux le jour du Shabbat. Donc c'est clair qu'il faut apporter 39 travaux, 39 hataot. Pourquoi ici Ben Yehuda a dit Eno Hayav Ela Ahat? Et la Ima, il faut corriger. Eno Hayav Al Ahat Mehen. Il ne faut pas dire Eno Hayav Ela Ahat. Il faut dire Eno Hayav Al Ahat Mehen. Il y a parmi les 39 melachot une melacha pour laquelle il n'y a pas de Hiyuv Hatat. Et on ne sait pas laquelle. Comme on ne sait pas lequel travail, laquelle melacha est dispensé de Korban Hatat, alors, ici Ben Yehuda te dit, la Hotza'a, elle échappe au Safek. Quelqu'un qui aurait fait la melacha de Hotza'a pendant Shabbat, c'est sûr qu'il est Hayav Hatat. Ça ne fait pas partie des melachot qui sont frappés du doute. On a un safek. À quoi fait allusion cette dispense? Il y a une melacha parmi les 39 qui n'est pas passible de korban hatat. Même si on a effectué ce travail, il n'y a pas de korban hatat. Laquelle melacha? On ne sait pas. Mais il y a des melachot pour lesquels on est sûr qu'il y a hiyuv hatat. La melacha de Hotza'a, on est sûr qu'on est Hayav Hatat. C'est ça le chidouche. Entre parenthèses, il est fort possible que la melacha en question, à laquelle on fait allusion Chachamim, en disant il y a une melacha pour laquelle on n'est pas Hayav Hatat, que ce soit l'allumage du feu, d'après l'opinion qui dit que Hav'ara, les lav yatzat, et pas les halek. On verra Be'ezrat Hashem plus tard. Pourquoi est-ce que la Torah a écrit le Tevaharu Esh Bechol Mashvoterem Beyom HaShabbat? Pourquoi la Torah a écrit séparément le Issour d'allumer le feu Shabbat? Pourtant, les 39 travaux, on les a déduits du Mishkan. On n'avait pas besoin de préciser. Pourquoi on a précisé spécialement le Issour de Hav'ara? Alors il y a une mahloket. Est-ce que c'est Davar Shaya Bichlal V'yatsa Min HaKlal Olamed Al Atzmo Bilvad Yatsa et là l'Elamed Al HaKlal Kulo Yatsa? C'est pour dire qu'on est Hayav Hatat pour chaque melacha. Ou bien, est-ce que c'est les lav Yatzat, pas les halek, et là les lav? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Chiyuv Karet et de Hatat ou de Skila pour la Hav'ara. Je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour ouvrir une réflexion au niveau de Eno Hayav Al Ahat Mehen. Il y a une melacha parmi les 39 travaux pour lesquels il n'y a pas de Chiyuv Hatat. Alors continuons la Gemara. Amar Mor. Avaliyam ou Bikra ve'Istevanit ve'Karmelit enan lo kirshut hayachid ve'lo kirshut harabim. La Gemara maintenant s'arrête sur le mot Bikra. Dans la liste des Carmélites, on a dit la mère, c'est une Carmélite. Istevanit, c'est-à-dire la galerie marchande, là où les commerçants mettent leur étalage, puisqu'on ne peut pas circuler sur les estrades d'étalage, alors là-bas, ça s'appelle Carmélite. Également, Bika. C'est quoi Bika? Bika, c'est des champs agricoles. La vallée, ce sont des champs agricoles. Qu'est-ce que tu me dis? C'est une Carmélite. Ça veut dire que Minatora, ça n'a aucun statut, ni Reshut Hayachid, ni Reshut Harabim. C'est parvé, c'est un makom ptour. Mais Chachamim, tout de même, on dit que la Bika, le champ agricole, a un statut de carmélite. Évidemment, on parle de champs ouverts qui ne sont pas clôturés, a priori. Alors maintenant, la Gemara va poser une grande question, une contradiction. Elle va citer une Mishnah, au travers de laquelle nous voyons que la Bika,
un statut de Reshut Hayahid. Alors comment est-ce qu'ici on a dit que c'est un statut de carmélite? Voici la Mishnah. Ve'atnan habika'a bimot hama Reshut Hayahid le Shabbat ou Reshut Harabim le Tum'a. Bimot Geshamim Reshut Hayahid le Kan ou le Kan. Fin de citation. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette Mishnah? Elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, c'est que la bika'a a un statut de Reshut Hayahid pour le din de Shabbat. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire sortir des objets de la bika'a vers le Reshut Harabim ou le Reshut Harabim vers la bika'a, car ça s'appelle Reshut Hayahid. Première halakha. Ben bimot hachama, ben bimot hakshamim. En hiver comme en été, c'est Reshut Hayahid. Là où il y a une différence entre l'hiver et l'été, c'est par rapport à la Tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que ça fait que Tum'a birshut Harabim tahor. Ça fait que Tum'a birshut Hayahid tamé. Pourquoi est-ce qu'un homme qui a un doute, est-ce qu'il a touché une Tum'a et qu'il se trouve dans le Reshut Harabim, il est tahor? Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un doute dans le Reshut Hayahid, s'il a touché la Tum'a, il est tamé? Car la Torah a comparé le din de la Tum'a, physique, on touche quelque chose de tamé, elle a comparé au din de la Sota. Puisque la femme qui est soupçonnée par son mari de l'avoir trompée, tant que le soupçon existe et qu'on n'a pas encore clarifié la situation, elle est interdite à son mari. La Torah dit « Venitma'a ». Puisque le mari l'avait averti, il lui a dit « Attention, je ne veux pas que tu aies de contact avec cet homme ». Et elle s'est isolée avec cet homme, donc il la soupçonne d'avoir commis un adultère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils aillent au Beth Amikdash afin que le Kohen inscrive la parashat Sota sur un parchemin qu'il va effacer dans l'eau. Il va prendre un peu de terre du Beth Amikdash, il va mettre dans cette eau et il va avertir la femme. Il va lui dire « Avoue, si tu as fauté, comme ça ton mari te donne un guet. Mais si elle n'avoue pas, elle dit qu'elle n'a pas fauté, alors elle doit boire de ce breuvage. Et quand elle boit ce Maïm Am Harerim, si elle avait fauté, elle explosait littéralement. Sinon, au contraire, elle était bénie, ainsi de suite. En tout cas, tant que on n'a pas clarifié la situation, pour savoir si elle a trompé son mari ou pas, en attendant, elle est interdite à son mari. Son mari ne peut pas avoir de relation avec elle, parce que la Torah l'a appelée Tme'a, Venitma'a. Donc nous voyons que pendant qu'il y a un safek, et que le doute plane sur elle, elle est interdite à son mari, mais la Torah n'a pas dit interdite, elle a dit Venitma'a. Pourquoi elle a employé le terme Tum'a? Pour dire que c'est pareil pour la Tum'a. On va appliquer à la Tum'a physique, quelqu'un qui a touché un élément tamé, par exemple un reptile mort ou un mort, et ainsi de suite. Alors, quand on a un safek, est-ce que j'ai touché la source d'impureté? Est-ce que j'ai touché le reptile mort? Est-ce que j'ai touché le cadavre? Est-ce que j'ai touché un homme tamé? J'ai un safek. Alors, si j'ai un safek dans le Reshut Hayahid, il faut être mahmir. Safek Tum'a Birshut Hayahid, tamé. Si le safek il est dans un espace public, Birshut Harabim, safek Tum'a Birshut Harabim, tahor. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Car la femme ne peut être soupçonnée que si elle s'est isolée avec un homme, un étranger, dans un lieu d'isolement. Mais si elle est dans un domaine public, même si elle a parlé avec un homme, ça ne s'appelle pas un lieu d'isolement, ça ne s'appelle pas une stira. Stira, ça veut dire qu'elle s'est isolée avec quelqu'un. Nistera imo. Eh bien, puisque la Torah a comparé les dinim de Tum'a aux dinim de la Sota, et que la Sota ne peut être soupçonnée que si elle s'est isolée dans un lieu de Reshut Hayahid. Mais si elle a parlé avec un homme dans le Reshut Harabim, qui n'est pas un lieu d'isolement, elle est Tehora. Alors la même chose, ça fait que Tum'a Birshut Harabim Tahor, ça fait que Tum'a Birshut Hayahid Tamé. Ça c'est la Gzerat HaKatuv. C'est ça la loi qu'a décrété la Torah à propos de la Tum'a. Alors maintenant, revenons à notre sujet. Quel est le din si un homme se trouvait dans une bika, dans un champ agricole? Il a un safek Tum'a. Est-ce que le champ, le sadé, est considéré Reshut Hayahid ou Reshut Harabim? Est-ce que ça s'appelle Safek Tum'a Birshut Hayahid ou bien ça s'appelle Safek Tum'a Birshut Harabim? La Mishnah nous dit ça dépend. En hiver,
c'est considéré Reshut HaYachid. En été, c'est considéré Reshut HaRabim. Pourquoi? Car en été, on a déjà moissonné. Et les gens circulent dans le champ, tout le monde passe par là. Donc, ce n'est pas un lieu d'isolement. C'est un Reshut HaRabim. Par conséquent, ça fait que Tum'a, Reshut HaRabim, Tahor. Mais en hiver, comme on a semé des graines de céréales ou de toutes sortes de fruits et légumes, personne ne circule là-bas parce qu'on va écraser les plantes. Donc c'est un lieu d'isolement. Donc si on a un Safek Tum'a Birshut HaYachid, Tamé. Alors, la Bik'a s'appelle Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim? À propos de la Tum'a, ça dépend. Bimot HaHama, en été, ça s'appelle Reshut HaRabim, donc Safek Tum'a Birshut HaRabim Tahor. En hiver, où il n'y a personne qui circule, ça s'appelle Reshut HaYachid, donc Safek Tum'a Birshut HaYachid, Tamé. Mais concernant le Shabbat, nous dit la Mishnah, Ben Bimot HaHama, Ben Bimot HaGshamim, Ze Reshut HaYachid le Shabbat. Donc tu vois que la Bik'a a un statut de Reshut HaYachid. Comment tu m'as dit que ça s'appelle carmélite? Alors on a compris la contradiction. Dans Masechet Taharot, on a dit que la Bik'a a un statut de Reshut HaYachid, les Shabbats. Alors que chez nous, dans la Braïta qu'on a étudié longuement, il est écrit que Bik'a, ça s'appelle carmélite. Alors on a deux réponses, l'une de Oula et l'autre de Rav Ashi. Les réponses seront vraiment très, j'allais dire, tirées par les cheveux. Dans le sens où chacun va trouver une critique dans la réponse de l'autre. Et on va voir que Oula n'est pas du tout d'accord avec Rav Ashi et Rav Ashi exclut totalement Oula. On va voir que ce n'est pas du tout évident la réponse qu'ils vont donner. Commençons par Oula. Amar Oula, le Olam Karmelit Havia. Ve Amai Karela Reshut HaYachid, les fiches Ena Reshut HaRabim. Oula dit que, Behemet, la Bik'a a un statut de carmélite. C'est sûr que c'est carmélite. Ce n'est pas un endroit qui est clôturé, c'est un espace ouvert, donc c'est sûr que ce n'est que carmélite. Alors pourquoi on l'a intitulé Reshut HaYachid dans la Sechet Taharot? C'est parce que on a voulu dire que ce n'est pas Reshut HaRabim. Relativement au Reshut HaRabim, eh bien, la Bik'a n'est pas Reshut HaRabim. Ce n'est pas un lieu de circulation. Alors, ça ressemble à Reshut HaYachid, où les gens ne circulent pas. C'est très difficile, mais Oula n'avait pas le choix. Il a dit, voilà comment il faut comprendre la Mishnah là-bas. Quand elle a dit Reshut HaYachid, c'est pas que vraiment c'est un Reshut HaYachid, puisque ce n'est pas clôturé. C'est juste, contrairement au Reshut HaRabim, où il y a une circulation, dans la Bik'a, il n'y a pas de circulation, alors ça ressemble à un Reshut HaYachid. Mais dans l'absolu, quel est le statut de cette Bik'a, le jour du Shabbat? Carmélite. C'est un lieu neutre, Minatora, mais qui est considéré par institution rabbinique comme un lieu interdit de transporter là-bas, puisque ça s'appelle carmélite. Mais maintenant, Rav Ashi. Rav Ashi va donner une autre réponse à cette contradiction. Rav Ashi Amar, Kegon deitla mechitzot. Il faut dire qu'ici, on parle d'une Bik'a, de champs agricoles qui sont clôturés. Et puisqu'il y a des mechitzot, donc c'est Reshut HaYachid, évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé carmélite, si c'est un Reshut HaYachid? Vechiha de Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Rav Ashi s'appuie sur un autre enseignement de Oula au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que quoi? Car Faf Yoter mibet seataim shelo ukaf ledira vafilu kor vafilu koraim azorek letoro hayav maitama mechitzahi ela shemechuseret diorin. Il y a un din de Karfaf Yoter mibet seataim shelo ukaf ledira. Qu'est-ce que c'est que ce inyan? Il y a une halakha que, normalement, un Reshut HaYachid, c'est un endroit qui est clôturé. Et donc un endroit qui est clôturé, peu importe sa taille, peu importe la dimension de cet espace qui est clôturé, même s'il fait 1000 hectares, eh bien c'est Reshut HaYachid. Tout de même, Chachamim ont dit, ils ont fait une takana, ils ont dit, que si c'est un espace
où il n'y a pas d'habitation dedans. Il est clôturé, certes, mais pas pour habiter dedans. Ça peut être un entrepôt. C'est-à-dire les gens déposent des objets, les bois de la souka, toutes sortes d'outils. C'est fait pour déposer là-bas des objets. C'est pas fait pour habiter. Ça s'appelle un karfaf. Alors maintenant, quand est-ce qu'on peut transporter à l'intérieur sans restriction? Que s'il est petit, qui ne dépasse pas une surface de Bet Seataim, là où on peut planter des graines de céréales de Seataim, de Sein. Une CA, c'est l'équivalent de 144 œufs. Donc le double, c'est 288 œufs. Un volume d'œufs comme ça, mais en graines de céréales qu'on sème. Et cet espace-là, il mesure précisément comme le Hatzer HaMishkan. Le Hatzer HaMishkan mesurait 100 coudées de long sur 50 coudées de large. Un espace de 100 coudées sur 50 coudées, c'est un espace où on peut semer Seataim de céréales. Si on doit parler en mètres, c'est une longueur de 50 mètres sur 25 mètres. Puisque une coudée, c'est 50 cm. Alors, Mea Amot sur Hamishim Ama. Donc, Mea Amot en mètres, c'est la moitié, donc c'est 50 mètres. Et 50 coudées en mètres, c'est 25 mètres. Donc, ça fait comme un terrain de tennis où on a 50 mètres sur 25 mètres. C'est clôturé, on peut transporter à l'intérieur, Shabbat, il n'y a pas de problème, puisque c'est Reshut HaYachid. Mais s'il est plus grand que ça, plus vaste, un espace qui est trop vaste, est-ce qu'on a le droit de transporter dedans? S'il n'a pas été clôturé pour habiter dedans, c'est assour. C'est ça le chidouche. Hachamim ont donné un statut de carmélite à ce Reshut HaYachid. Et ils ont dit, tu n'as pas le droit de transporter à l'intérieur plus de 4 coudées. Bien que Minatora c'est un Reshut HaYachid, mais Hachamim nous ont restreint. Sauf si on avait une maison à l'intérieur, c'est-à-dire on avait un habitat, et ensuite on a mis la clôture. Donc cette clôture-là, elle a été faite les Shem Diurin. Ça s'appelle Hukaf Ledira. Karfaf, Yoter, Mibet, Seataim, chez Hukaf Ledira, ça a été pour entourer une maison où on habitait dedans. Là, il n'y a plus de restrictions. Même si c'est très très grand, on peut transporter dedans sans problème. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rav Ashi? Rav Ashi, il dit pareil. La bik'a, c'est un champ agricole. C'est pas fait pour habiter là-dedans. Donc, même si c'est yoter mibet seataim, si c'est yoter mibet seataim, bien que ce soit reshut hayachid, minatora, mais midera banane, c'est assourd de transporter dedans. Si c'est assourd de transporter au-delà de 4 coudées à l'intérieur, c'est qu'on lui a donné un statut de carmélite. Alors devinette, comment est-ce qu'on peut avoir un reshut hayachid qui est carmélite? Réponse, dans ce cas, où on a une bikara qui est clôturée, mais Hachamim tout de même lui ont rajouté le statut de carmélite pour nous restreindre le déplacement d'objets à l'intérieur. Comme si c'était un reshut harabim. On n'a pas le droit de déplacer des objets au-delà de 4 coudées. Alors je relis. Rav Ashi Amar Kegon Ditle Mechitzot. Rav Ashi dit que cette bikara, elle est clôturée avec des parois. Et il s'appuie sur un autre enseignement de Oula au nom de Rabbi Yochanan, Karfaf Yoter Mibet Seataim, un entrepôt, c'est-à-dire un terrain vague qui est autour, à côté des maisons, où on dépose là-bas toutes sortes d'objets qu'on n'a pas besoin à la maison. Yoter Mibet Seataim, qui fait une surface de plus de Bet Seataim, c'est-à-dire plus grand que 100 coudées sur 50 coudées. Shelo ou Kaf Ledira, qui n'a pas été clôturé pour y habiter dedans. Va filou koraim, même s'il était très 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 grand, azorek le tocho, hayav, kor ou koraim, kor c'est une mida, c'est une mesure qu'on appelle un kor. Alors une CA, dans un kor, il y a 30 séines pour s'imaginer. Alors imaginez-vous, si on a dit que un espace de 2 CA, c'est 100 coudées sur 50 coudées, alors, dans un corps, il y a 15 fois plus. Dans Kouraïm, 2 Kourim, il y a 30 fois plus cet espace. Ça veut dire, peu importe, même si c'est très 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 grand, ça reste Reshut HaYachid
à partir du moment où c'est clôturé. Et donc s'il y a quelqu'un qui a pris un objet du Reshut Harabim et il a lancé à l'intérieur, eh bien il est Hayav Khatat, il est Hayav Karet si c'est Bémézid. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est clôturé, c'est Reshut HaYachid. Évidemment, Azorek, Mirshut Harabim Letoko, Hayav, Maïtama, Mechitzai, et là chez Mechuseret Diorin. Juste il manque des habitants, mais ça ne change rien, Minatora. Mais Miderabanan, on lui a rajouté le statut de carmélite pour nous interdire de déplacer des objets à l'intérieur. Maintenant, la Gemara pose une question très curieuse. Bish lama Rav Ashi lo amar kederoula. Rav Ashi, je comprends pourquoi il n'était pas d'accord avec le tiroutz de Oula. Pourquoi? Parce que c'était tiré par les cheveux. Il a dit, Bémet, c'est pas un Reshut HaYachid, mais on l'a appelé Reshut HaYachid parce qu'il n'est pas Reshut Harabim. Relativement au Reshut Harabim, alors il s'appelle Reshut HaYachid. Mais c'est très difficile à accepter une réponse pareille. Depuis quand on appelle Reshut HaYachid un espace qui n'est pas Reshut HaYachid, mais juste parce que il n'est pas Reshut Harabim. C'est très difficile. C'est comme si je disais à quelqu'un qui s'appelle Shimon, je lui dis comment tu t'appelles? Il me dit je m'appelle Lévi. Je lui dis quoi, vraiment tu t'appelles Lévi? Il me dit non, la vérité je m'appelle Shimon. Et pourquoi je me suis appelé Lévi? Pour dire que je ne m'appelle pas Yehuda. C'est très difficile. Alors c'est la raison pour laquelle Rav Ashi n'est pas d'accord avec Oula. Mais la question est de savoir pourquoi Oula n'est pas d'accord avec Rav Ashi. Pourtant, Oula lui-même a donné ce pirouge sur lequel Rav Ashi s'était appuyé. Aval Oula, Maïtama, lo amar kishma'ate. Oula, il aurait pu très facilement tirer son épingle du jeu. Il aurait pu donner une réponse comme Rav Ashi, qui est très belle. Amar lecha, Oula te répond, tu veux savoir pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui? Amar lecha, iditle mechitzot, bik'a karela, karfafhi. Si c'était vrai ce que disait Rav Ashi, que la bik'a est entourée de mechitzot, alors désormais elle ne s'appelle plus bik'a, elle s'appelle karfaf. Tout espace ouvert qui est clôturé ne porte pas le nom de bik'a, il porte le nom de karfaf. Donc Oula, j'allais dire, est très hébraïsant. Donc il n'est pas d'accord, d'accepter de dire bik'a clôturé, mais c'est antinomique. Car si elle est clôturée, ce n'est plus une bik'a, c'est un karfaf. Chaque chose porte son nom en hébreu. Donc c'est pour ça qu'il a préféré ce problème plutôt que ce problème. Ça veut dire que dans chacune des réponses, il y a une faille. La question est de savoir quelle est la faille la plus acceptable. Pour Rav Ashi, il préfère supporter le problème de karfaf par rapport à bik'a plutôt que d'avoir un problème au niveau de Reshut Harabim, Reshut HaYachid. D'ailleurs, voilà, Rav Ashi, Reshut HaYachid, Katane. Rav Ashi dit, c'est écrit Reshut HaYachid, il faut prendre les mots à la lettre. Donc c'est un Reshut HaYachid, donc il faut mettre une clôture. Il faut dire qu'il y avait une clôture. Mais Oula dit, si tu mets une clôture, tu ne peux pas l'appeler bik'a. Tu dois l'appeler karfaf. Si on l'appelait bik'a, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Ah, alors comment je vais faire avec le mot Reshut HaYachid? Eh bien là, on est obligé de dire que Reshut HaYachid, relativement au Reshut Harabim. Il faudra dire qu'ici, l'appellation Reshut HaYachid n'est que relative et pas absolue. Donc, il faut choisir le moindre mal. C'est-à-dire que chacun a un problème, une défaillance dans sa réponse, mais comme dans les deux réponses, il y a un problème, il faut choisir le plus petit problème. Voilà comment donc on a terminé l'étude de ce Daf Vav.